Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On va beaucoup voyager aujourd'hui puisque la plupart des sujets se passent à l'étranger. Et au-delà de ça, comme chaque jour, vous le savez, il y a une ville derrière moi. C'est pas la plus dure aujourd'hui, vous allez être assez nombreux à la trouver. Je vous laisse deviner où je me trouve et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Et on commence avec un premier sujet. Un pays est en train de tomber dans les mains de l'État islamique. Il s'agit du Mozambique, un pays situé dans le sud-est du continent africain. En fait, mercredi dernier, une centaine de djihadistes ont lancé une attaque ciblée sur la ville portuaire de Palma, située dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. L'attaque, qui a duré plusieurs jours, a été revendiquée ensuite par l'organisation État islamique, qui a déclaré via un communiqué avoir pris le contrôle de la ville de Palma. Alors le bilan humain est malheureusement important. Le gouvernement du Mozambique a fait état dimanche soir de dizaines de morts, d'une centaine de personnes toujours disparues, et au-delà de ça, de milliers de personnes qui ont fui la ville de Palma. Mais alors pourquoi est-ce que l'État islamique tente de s'implanter ici au Mozambique? Eh bien parce que c'est une zone qui est riche en pétrole et en gaz, une ressource qui est logiquement très importante d'un point de vue économique et financier. D'ailleurs, à quelques kilomètres à peine de la zone contrôlée aujourd'hui par l'État islamique se trouve notamment un immense projet gazier du groupe français Total, qui a du coup en conséquent annoncé ce week-end la suspension de ses activités au Mozambique. Par ailleurs, c'est important de noter que l'arrivée de l'État islamique à Palma est facilitée par le fait que cette région est l'une des plus pauvres du Mozambique, ce qui favorise assez logiquement le recrutement de djihadistes parmi les jeunes de la région qui sont actuellement en grande difficulté. Bref, quoi qu'il en soit, la ville de Palma est aujourd'hui en grande difficulté. Des ONG sont sur place pour aider les habitants à fuir la ville. De leur côté, les États-Unis notamment se sont dit prêts à aider le gouvernement du Mozambique, à faire suivre donc dans les jours à venir. On continue avec le sujet à la une de cette vidéo aujourd'hui. Un pays voisin, le Royaume-Uni, est en train de réussir son combat contre le coronavirus. En fait, dimanche, pour la première fois depuis 6 mois, aucun décès du coronavirus n'a été enregistré à Londres, et c'est une étape importante puisque la ville a été particulièrement frappée par le virus. 12% des décès dus au coronavirus au Royaume-Uni ont eu lieu à Londres. Cette info, c'est donc le signe que la situation sanitaire s'améliore dans le pays, alors qu'au même moment, la France compte chaque jour des centaines de morts et vient de passer d'ailleurs un seuil critique du nombre de patients en réanimation. Mais alors, comment expliquer cette différence entre le Royaume-Uni et la France? La première raison, c'est la vaccination. Le Royaume-Uni a commandé les vaccins beaucoup plus vite que la France et l'Union européenne, et au-delà de ça, le pays a pu bénéficier du vaccin anglo-suédois AstraZeneca en priorité, ce qui lui a donc permis d'être en avance sur la vaccination. Au total, aujourd'hui, 30 millions de Britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin, ce qui représente à peu près 60% de la population adulte. Et à titre de comparaison, en France, ce n'est pas 60%, mais 14,3% de la population adulte qui a reçu une première dose du vaccin. La conséquence, c'est que le Royaume-Uni est très proche d'atteindre une immunité collective, c'est-à-dire le moment où suffisamment de personnes seront protégées parmi la population pour que le virus ait plus de mal à circuler. Et c'est d'ailleurs une situation qu'on retrouve dans d'autres pays dans le monde, notamment en Israël. Israël a là aussi très fortement avancé sur sa vaccination. La deuxième raison qui pourrait expliquer cette diminution des contaminations au Royaume-Uni par rapport à la France, eh bien c'est le confinement. En effet, le pays n'a pas hésité à annoncer un reconfinement strict le 4 janvier 2021, avec la fermeture des écoles ou encore des déplacements très limités. La grande majorité des commerces étaient d'ailleurs fermés au Royaume-Uni et les Britanniques ne peuvent toujours pas voyager à l'étranger aujourd'hui. Bon alors après, pour nuancer, en janvier 2021, le Royaume-Uni n'avait pas vraiment le choix de confiner car les chiffres étaient très alarmants à l'époque dans le pays. Il y avait presque 60 000 contaminations par jour en janvier, soit le double des contaminations qu'on avait en France au même moment. Autrement dit, on fait souvent le parallèle entre la France et le Royaume-Uni en disant qu'on aurait mieux fait en France de reconfiner comme eux au mois de janvier 2021, et peut-être d'ailleurs que c'est le cas, c'est ce que disent un certain nombre de scientifiques, mais en l'occurrence par contre c'est important de noter que la comparaison n'est pas parfaite entre le Royaume-Uni et la France, puisque à ce moment-là, en janvier 2021, eh bien la situation au Royaume-Uni était beaucoup plus critique. Bref, quoi qu'il en soit, ce confinement strict associé à une vaccination très importante a permis de diminuer le nombre de cas qui est aujourd'hui aux alentours de 5000 par jour contre plusieurs dizaines de milliers par jour en France. Conséquence, le 8 mars, eh bien, les écoles ont
rouverts dans le pays. Depuis hier aussi, les Britanniques ont le droit de sortir de chez eux à plus de 6 personnes et entre plusieurs familles. Et au-delà de ça, mi-avril, les bars, restaurants et commerces non essentiels vont rouvrir pour les services à l'extérieur. Et en mai, ce sera au tour des services à l'intérieur. Donc en mai au Royaume-Uni, eh bien, les Britanniques pourront déjeuner dans un restaurant à l'intérieur par exemple. Bref, vous l'avez compris, situation positive chez nos voisins britanniques. Ça me semblait assez intéressant de pouvoir analyser tout ça aujourd'hui, en espérant évidemment que la France s'en sort aussi dans les prochaines semaines. Et là-dessus, vous le savez, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, et on commence avec un premier sujet aux États-Unis où s'est ouvert le procès de Derek Chauvin, le policier accusé d'avoir tué George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, lors d'une interpellation. Alors après un report de 2 semaines, le premier jour d'audience a finalement eu lieu hier, et lors de cette première journée, l'avocat de la famille de George Floyd a diffusé la fameuse vidéo où on le voit immobilisé au sol sous le poids de Derek Chauvin pendant près de 9 minutes en répétant, je cite, « Je ne peux pas respirer ». Sa famille s'est d'ailleurs agenouillée hier symboliquement à l'extérieur du tribunal pour lui rendre hommage, et ce donc juste avant le procès. Derek Chauvin risque jusqu'à 40 ans de prison et on devrait connaître le verdict d'ici à la fin du mois d'avril. Deuxième sujet, il est tombé en fin de journée, il est très important, il concerne la France. L'armée française est accusée par l'Organisation des Nations Unies d'avoir tué 19 civils au Mali en janvier dans une frappe aérienne. L'armée française assurait pourtant n'avoir tué que des djihadistes, mais selon le rapport de l'ONU donc, un mariage réunissant une centaine de personnes était organisé sur les lieux touchés par la frappe, et en fait parmi cette centaine de personnes se trouvaient 5 personnes armées appartenant à la Katiba Serma, un groupe djihadiste qui exerce des assassinats ciblés et des enlèvements au Mali et qui était donc visé par l'armée française. Alors ces accusations d'avoir tué 19 civils du pays qui n'étaient pas djihadistes sont très graves, car ce sont des accusations qui peuvent remettre en cause l'implication de la France dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Pour l'instant, l'armée française n'a pas encore réagi à ce rapport, mais évidemment, on vous tient au courant demain. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? C'était pas forcément le plus dur, c'était plus facile je pense que Andorre ou encore le Liechtenstein il y a quelques jours. J'étais à Tokyo au Japon, et Tokyo c'est tout simplement la ville la plus peuplée au monde. On compte au total 13 millions d'habitants juste dans la ville, sans compter la banlieue. Et à titre de comparaison, Paris intramuros c'est environ 2,3 millions d'habitants. Alors cette surpopulation à Tokyo a même amené les autorités locales à créer des métiers assez inédits, et par exemple aux heures de pointe dans le métro, des personnes ont pour mission de pousser et de tasser les gens dans les rames pour pouvoir fermer les portes. C'est ce que l'on appelle donc des pousseurs. Alors après, pour nuancer évidemment, il n'y a pas ça tous les jours dans tous les métros. À titre personnel, je suis allé pour des reportages 2 fois au Japon, je l'ai pas vu une seule fois, mais donc ça peut arriver, notamment aux heures de pointe sur certaines lignes. Alors hier il n'y avait pas de débat, et aujourd'hui il n'y a pas de débat non plus, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à faire un débat sur l'implication de la France au Mali, mais je me disais qu'on avait assez peu traité le sujet aujourd'hui, on va en parler davantage dans les jours à venir, et du coup voilà, je préfère attendre éventuellement d'avoir donné plus de contexte, plus d'informations sur le sujet. Du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Si jamais vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller directement sur Instagram, on fait chaque jour des contenus exclusifs, des quiz, etc. etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.